ce temps pour en savoir plus, sur le mécénat de compétences. Je remercie aussi avant tout nos intervenants, qui sont présents pour partager leur expertise, leur retour d'expérience sur le sujet du mécénat de compétences qui nous réunit aujourd'hui. Pour remettre un petit peu dans le contexte, donc Pascaline et moi-même représentons la Fondation Territoriale 44, qui a pour mission de réduire les inégalités sur le territoire de la Loire-Atlantique, en facilitant et en rendant accessible le mécénat sous toutes ses formes, donc qu'il soit financier, de compétences ou en nature. Et dans cette démarche, on a, monté un groupe de travail il y a 2 ans avec, des associations et des entreprises locales, mais aussi des experts de l'accompagnement sur, bénévolat mécénat de compétences, pour réfléchir au sujet du mécénat de compétences et le rendre beaucoup plus accessible très localement, pour venir en complémentarité des plateformes peut-être que vous connaissez déjà. Et dans cette démarche, on a mené une enquête auprès des entreprises en Loire-Atlantique, sur, leurs pratiques, leurs attentes en termes de mécénat de compétences, et on l'a réalisé en partenariat avec Pro Bono Lab, et donc Laurent Fialon, directeur général délégué, nous en parlera. Et juste avant, on va également avec, Diane, Colombani, directrice juridique affaires publiques de l'Admical, pouvoir vous partager, hem, le b.a.-ba en fait sur le mécénat de compétences, avec à l'appui une, facilitation, graphique que l'on a co-créée justement avec l'Admical pour pouvoir un peu plus vulgariser le mécénat de compétences. Donc ce sera à l'appui, de nos échanges, et puis on aura, Laetitia Longeard-Cedreo, responsable communication, qui nous partagera son expérience, sur, le démarrage, les étapes clés et comment ça fonctionne aujourd'hui, pour pouvoir vous aider, tout à chacun, à mettre en place cette démarche. Et du coup, en parallèle, Pascaline vous a partagé la première petite question pour savoir si vous avez déjà pratiqué le mécénat de compétences dans votre organisation. Donc n'hésitez pas à y répondre. Je vois que la plupart d'entre vous n'ont pas encore pratiqué. C'était aussi ce que vous nous aviez dit lors de votre inscription. La plupart d'entre vous découvrez le mécénat de compétences ou connaissez le terme mais n'avez pas encore pratiqué. Et là, apparemment, dans le sondage que je viens d'envoyer, c'est pareil. La plupart d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de le pratiquer. Et je vois qu'on a des entreprises et des personnes indépendantes. N'hésitez pas à répondre encore au sondage qui s'affiche dans la conversation. Il suffit de cliquer pour mieux vous connaître, savoir si vous êtes dans des entreprises. Je pense qu'il y avait quelques associations aussi qui étaient inscrites. Pour l'instant, je vois que 4 réponses. Alors, si vous êtes une entreprise et que vous avez répondu que vous aviez déjà eu l'occasion de pratiquer le mécénat de compétences, peut-être vous voudriez prendre la parole et nous dire en une phrase qu'est-ce que vous en avez retenu de cette expérience. Ça peut enrichir notre discussion. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Si Je personne pense ne veut que tu peux intervenir, passer au slide 3, Pascaline. on peut poursuivre et donc donner la parole à Diane qui va donc Diane qui travaille à l'Amicale, qui va vous expliquer ce qu'est le mécénat de compétences avec un support qu'on appelle la roue du mécénat de compétences que Diane va vous expliquer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous pour vous parler du mécénat de compétences, qui est un sujet qui me passionne et qui a beaucoup de vertus à mon sens et qui mérite qu'on y accorde toute l'attention nécessaire. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Admical. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui est expert dans le mécénat d'entreprise depuis 45 ans. Et nous accompagnons et représentons près de 200 adhérents, avec la particularité d'avoir un collège d'adhérents qui est à la fois des mécènes entreprises et à la fois des porteurs de projets, donc des structures associatives, des fonds de dotation, des fondations qui peuvent être privées ou publiques également, des collectivités, des établissements publics. Alors par contre, je ne vois pas la roue. Alors ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est toujours sur le premier slide. Excuse-moi Diane, parce que moi je sais Pas de souci. j'ai bien la roue qui s'affiche.
J'ai avancé depuis tout à l'heure, en fait, toute C'est seule. moi qui ne la vois pas ou c'est vrai pour tout le monde? Parce que Non, s'il y a apparemment, non. quelqu'un, je les connais très bien. Je vais recommencer le partage, excusez-moi. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Super. Tout le monde la voit bien? Impeccable. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on décortique ensemble ces trous sur le mécénat de compétences d'un point de vue juridique et fiscal. En commençant, en essayant de ne pas vous effrayer déjà, tout d'abord, et en commençant par vous donner une définition. Alors, juridiquement, il n'y a pas de définition très précise du mécénat de compétences, mais il y a quand même une définition généralement admise que je vais vous donner et qui est une mise à disposition, entre parenthèses gratuite généralement, par une entreprise d'un salarié sur son temps de travail au profit d'une structure d'intérêt général. Et donc, vous retrouvez bien dans cette définition cette relation tripartite qui est bien mise en avant dans la roue, du mécénat de compétences entre les salariés, les entreprises et ici les associations, mais ça pourrait concerner d'autres structures associatives. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'est le mécénat de compétences, qu'est-ce que ça n'est pas? Eh bien, ce n'est pas du bénévolat. Donc, je sais qu'il y a parfois des confusions, ni du bénévolat de compétences, parce que c'est bien sur le temps de travail du salarié, à la différence du bénévolat, et le salarié continue d'être rémunéré par sa structure employeuse. Il est toujours un salarié de la structure, même s'il est mis à disposition d'une association bénéficiaire. Ça se distingue également d'autres engagements dont vous avez pu déjà entendre parler, comme les congés solidaires. Ce n'est pas des congés solidaires, le mécénat de compétences. Et de même, d'un point de vue fiscal, c'est considéré comme un don en nature du point de vue de l'entreprise, ce qui le distingue du sponsoring ou du parrainage, puisque dans le don ou le mécénat, vous avez bien une intention qui est purement libérale. Ça se distingue aussi, vous le voyez ici, du team building, qui est vraiment un élément séparé et qui est plutôt quelque chose qui relève vraiment complètement de l'entreprise. Alors, le mécénat de compétences, il peut s'exercer sous deux formes. Soit une prestation de service, soit un prêt de main-d'œuvre. Alors, je vais détailler rapidement chaque format juridique. Donc, la prestation de service, peut-être que certains d'entre vous la connaissez sous le nom de pro bono. C'est-à-dire que ça va être une prestation de service, mais qui est réalisée à titre gratuit. Par exemple, une agence de communication qui réaliserait une prestation gratuite de design d'un site internet, par exemple, pour une association. Et dans ces cas-là, le formalisme est assez simple, c'est la rédaction d'un contrat, donc c'est régi par les droits des contrats, c'est la rédaction d'un contrat entre le prestataire de service et la structure associative, avec cette particularité d'être gratuite. Petit point de vigilance, dans ce cas, seules les compétences techniques de l'entreprise peuvent être mobilisées. À la différence, je vais vous expliquer pourquoi, du prêt de main-d'œuvre. Si vous avez des questions ensuite, n'hésitez pas. Sur le prêt de main-d'œuvre, on parle parfois de détachement de salariés, donc il s'agit bien de mettre à disposition un salarié dans la structure bénéficiaire associative. Oui, pardon. Et donc, dans ce cas de figure, c'est vraiment régi par le Code du travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une exception à l'interdiction du prêt de main-d'œuvre dès lors qu'elle est faite à but non lucratif. Donc, il y a un formalisme à respecter. Alors, ne vous effrayez pas. Le formalisme, il porte sur deux pans principaux. La première chose, c'est qu'il faut l'accord du salarié, bien sûr, qui se traduit par un avenant à son contrat de travail. Le deuxième formalisme, c'est la rédaction d'une convention entre l'entreprise et la structure bénéficiaire, qui va apporter un certain nombre de précisions, par exemple sur la responsabilité, puisque le salarié reste bien sous la subordination juridique de son employeur. En revanche, l'association, c'est elle qui va être, entre guillemets, donneur d'ordre sur la mission qui va être réalisée. Je précise que sur le prêt de main-d'œuvre, les compétences qui peuvent être mobilisées par les salariés ne sont pas nécessairement techniques. Ça peut être des compétences qui n'ont rien à voir avec leur activité
principal, on va dire, au sein de leur entreprise. Exemple, une personne qui exercerait des activités de comptabilité au sein de sa structure initiale, employeuse, pourrait très bien faire de la logistique dans le cadre de ce prêt de main-d'œuvre dans une association qui a une épicerie sociale, par exemple. Donc, c'est une des différences entre les deux formats. Je voulais préciser que le mécénat, donc récemment, suite à une nouvelle réglementation, depuis avril 2024, le mécénat de compétences s'est ouvert de façon très claire, même si en pratique, ça pouvait exister, à toutes les entreprises. J'entends par là des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Là où avant, la réglementation était plutôt floue, il considérait que le mécénat de compétences sous forme de prêt de main-d'œuvre était réservé aux grosses structures de plus de 5000 salariés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour libérer l'engagement des plus petites entreprises et pour avoir une sécurité juridique dans le cadre de la mise à disposition à travers un prêt de manœuvre. Enfin, donc vous voyez, il est mentionné sur la roue plein de possibilités. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le mécénat de compétences, il peut être fait sous plein de formats différents. Il existe du mécénat de compétences sous format court, ce qu'on appelle parfois les journées de solidarité, sur des formats plus longs, alors maximum 3 ans par rapport aux obligations légales, quand c'est du prêt de main-d'œuvre. Il peut être aussi à temps partiel, à temps plein. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mécénat dit senior, donc en fin de carrière. C'est du mécénat de compétences, il n'y a pas de spécificité, si ce n'est que, effectivement, en général, c'est plutôt fait sur un temps long. Voilà, et peut-être pour terminer, 2 mots, mais on reviendra dessus si vous avez des questions. Quand vous êtes dans le cadre d'un contrat de mécénat de compétences, il y a en général pas mal de sujets autour de la valorisation de ce mécénat de compétences. Donc la valorisation, je le rappelle, elle est faite par les entreprises qui mettent à disposition, selon 2 modalités, alors selon qu'on est en prestation de service ou en prêt de main-d'œuvre, mais elle est valorisée au coût de revient. Là-dessus, on pourra revenir dessus un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Et autre point d'intention que je voulais aussi indiquer, sur la responsabilité, c'est important de pouvoir prévoir dans les conventions et d'indiquer en fait qui est responsable de quoi dans le cadre des missions. Là aussi, je peux revenir sur ce point ensuite. Merci voilà beaucoup. Pour le mécénat de compétences. Merci pour toutes ces informations. On voit effectivement que le mécénat de compétences, finalement, ce n'est pas compliqué. C'est une forme de mécénat en nature. Et on voit aussi que ça peut prendre plein de formes différentes. Tu en as présenté certaines et on reviendra sur d'autres tout à l'heure dans la 3e partie. Est-ce que, suite à toutes ces infos données par Diane, vous avez des questions ou bien des réactions, des éléments à partager au reste du groupe? Oui, bonjour, Bénédicte Guyot. Bonjour. J'avais une petite question. Moi, je suis indépendante et je posais la question, si on est indépendant, donc par définition, on est seul, qu'on n'a pas de salarié, est-ce qu'on est concerné? Alors, c'est une question qui revient, merci pour votre question, qui revient assez régulièrement, en effet. Alors, vous êtes, selon nous, selon notre position, le mécénat de compétences sous forme de prêt de main-d'œuvre concerne des salariés, puisque c'est une mise à disposition de salariés, avec une subordination et un lien de subordination juridique. Donc, sous cette forme-là, selon nous, ce n'est pas possible. En revanche, sous la forme d'une prestation de service, ça pourrait être gratuite, ça pourrait peut-être être envisagé. En lien avec vos compétences techniques. Bien sûr. Après, si vous êtes une micro-entreprise, d'un point de vue éligibilité au mécénat, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent pour les micro-entreprises également. Je vous laisse dérouler, mais j'imagine que vous parlez des intérêts justement mutuels que ça apporte. Non, c'est plutôt sur le... peut-être je reviendrai après dessus, sur les micro-entreprises spécifiquement. D'accord. Ok, très bien. Merci. C'est plutôt sur des règles fiscales. Oui, il y a une question de Cyril qui rejoint, je pense, sur l'intérêt pour le mécène, par exemple l'intérêt fiscal en termes de charges, etc. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant, Diane. Oui, alors je fais très vite sur ce sujet-là. En fait, le mécénat de compétences, alors dès lors qu'il est fait auprès d'une structure d'intérêt général, dans le cas de figure qu'on a pris les associations d'intérêt général, va être considéré comme un don en nature. Donc,
qui permet d'avoir une défiscalisation comme un don numéraire, en fait, selon le Code général des impôts, à hauteur de 60% jusqu'à 2 millions et ensuite 40%. C'est justement ce C'est qu'on très voit court, hein. apparaître mais je complète Diane, c'est ce qu'on voit apparaître dans la roue justement centrale sur ce que le mécénat de compétences apporte pour les salariés, pour les associations et pour les entreprises. Et donc quand on est sur le volet entreprise, on voit effectivement qu'il y a le fait de bénéficier de la réduction fiscale de 60% des impôts sur la société dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires ou 20 000 €. Mais ça participe également à la vie locale de votre entreprise, de l'écosystème dans lequel l'entreprise agit, de favoriser l'engagement des salariés, la marque employeur, fidélisation, et puis booster sa marque employeur. Donc ça, c'est des choses auxquelles contribuent les entreprises, peuvent bénéficier les entreprises en réalisant du mécénat de compétences. Mais vous pourrez avoir le témoignage de Laetitia à la fin qui sera fort intéressant pour vous partager tout ça, justement. Oui, en effet, merci Fanny. La déduction fiscale, moi je le vois plutôt comme, pardonnez-moi du terme, mais une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ça ne doit pas être en général la motivation première du mécénat de compétences. Ça n'engage que moi. Et Diane, il y a une dernière question un peu technique. Est-ce que seule une association reconnue d'intérêt général peut bénéficier du mécénat de compétences? Alors, la liste qui est définie pour les associations qui peuvent bénéficier d'un mécénat de compétences, elles sont définies, c'est alors du A à G du 238 bis du Code général des impôts. Donc, ça va effectivement des associations d'intérêt général, mais ça concerne aussi les fonds de dotation, les fondations d'entreprise. Ça va un petit peu au-delà. Mais je pourrais donner les références après par écrit, éventuellement, si vous voulez les transmettre. Et pour préciser, du coup, une association reconnue d'utilité publique, c'est la cerise sur le gâteau encore en plus, elle fait partie des associations d'intérêt général, disons-le comme ça. Donc oui. Ah oui, les associations, oui, tout à fait. Enfin, une association reconnue d'utilité publique qui répond aux critères de l'intérêt général, parce qu'il faut aussi être ARUP sans répondre aux critères d'intérêt général. Mais enfin, oui. Tout à fait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, je vous propose de passer à notre Il y a Madame Tardieu, je crois. Je vois une main levée. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question sur le contrat ou la convention qu'il y a à établir entre le mécène de compétences et la structure, qu'elle soit associative ou autre. Donc moi, je suis cofondatrice de la Maison des Femmes à Marseille. On est une structure à la fois associative et hospitalière. Et parfois, on a beaucoup de demandes de mécénat de compétences, mais on ne sait pas bien gérer la partie contractuelle, puisqu'on a des personnes qui vont intervenir chez nous en termes de responsabilisation. Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a des contrats types d'intervention en mécénat de compétences dans des structures ou pas? Et est-ce que dans le cadre de ces contrats, il y a quelque chose sur le versant assurance, responsabilité civile, j'en sais rien. On a des collaborateurs d'une structure qui viennent faire le jardin, comme ça, voilà. Comment on les assure finalement voilà. Question côté plutôt responsabilité civile ou assurance. Alors, deux choses par rapport au contrat en lui-même. Donc, vous aurez un contrat un petit peu différent si c'est de la prestation de service et du prêt de main-d'œuvre. Alors, des modèles, nous, on en a, je vais répondre pour ce que je connais, hein, c'est-à-dire que nous, on a des modèles chez Amical qui sont réservés à nos adhérents. Néanmoins, la Maison des Femmes est adhérente, alors au niveau du réseau Restart, est adhérente pardon, de Amical. Donc, bon, ça, c'est quelque chose. Je peux faire un lien, pardonnez-moi, mais je fais une petite digression, mais on peut faire un lien par rapport à ça. Donc, je vais voir ce point-là. Mais on a effectivement des contrats. Et la recommandation, c'est de bien préciser dans les contrats que vous mettez en place, en particulier sur du prêt de manœuvre, je dirais, la responsabilité et les assurances. Okay. Sachant que tout ce qui relève des accidents du travail restera sous la responsabilité de la structure employeuse. D'accord. Ensuite, il y a des obligations pour la structure associative bénéficiaire d'informer s'il y a un accident de travail dans un certain délai, etc., pour que derrière, la structure employeuse puisse, elle, faire les formalités nécessaires qui lui incombent derrière. Et ensuite, il y a la responsabilité en cas de dommage créé par l'employé, enfin le salarié à un tiers, qui, elle, peut être aménagée avec les règles d'assurance adaptées. Ok, donc vous avez des modèles de contrats disponibles. Alors, oui, pour nos adhérents. Ok, et ben on est adhérents, donc c'est parfait.
Après, il Pour existe peut-être compléter, d'autres structures qui mettent à disposition, Laurent, je ne sais pas, des modèles aussi types sur ces sujets-là. sur internet, vous tapez Oui. convention type de mécénat de compétences et vous en trouvez pléthore. OK. Non, mais on en voudrait une, validée, en fait. Ah bah, vous avez des organismes, de référence sur, économie.gouv.fr, sur les plateformes comme, Vendredi ou Enabi qui sont aussi experts mécénat compétences. Je pense que Pro Bono Lab aussi en a, je te laisse, compléter Laurent, mais vous avez un certain nombre de sources, OK, disponibles vraiment en open source, sur internet. super. Merci. Merci à vous. C'est Je effectivement ce que j'allais vous dire. propose du coup de passer à notre deuxième partie. Laurent Fialon, qui est délégué général de Pro Bono Lab, directeur général délégué pardon, de Pro Bono Lab, va vous parler d'une enquête qu'on a réalisée sur le territoire de Loire-Atlantique sur les engagements des entreprises et en particulier sur le mécénat de compétences. Merci Laurent. Merci Pascaline. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Pour vous dire un mot très rapidement sur Pro Bono Lab, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, comme l'AMICAL, on est une association qui a pour mission principale de démocratiser cette forme particulière d'engagement qui est celui du partage de compétences. Alors, on est un peu plus large que le mécénat de compétences puisqu'on couvre également l'engagement sur le temps personnel, donc le bénévolat de compétences. La distinction, comme l'a expliqué Diane tout à l'heure, étant qu'on n'est pas sur le temps de travail. Les chiffres que je vais vous présenter ont été effectivement réalisés à travers une enquête qui a été faite entre septembre et décembre 2023 auprès d'entreprises de la région Pays-de-la-Loire et Loire-Atlantique plus précisément. Sur cette enquête, je ne sais pas si tu peux passer sur la slide suivante, Pascaline, parce que là on voit encore ma tête. Voilà. Sur cette enquête, on a eu 47 structures qui ont répondu. Donc les chiffres que je vais vous présenter, ce n'est pas une enquête qui a pour objectif d'être représentative des entreprises du territoire. On n'a pas suffisamment de répondants. En tout cas, ça donne des bonnes tendances, sachant que dans les répondants, on a eu une large majorité, plus de 80%, qui n'étaient pas partenaires de la FT44. Donc, il n'y a pas un biais sur on est déjà partenaire de la FT44, on est déjà engagé en mécénat financier ou en mécénat de compétences. Et l'autre information également importante sur les répondants, c'est que la grande majorité, là aussi, 67%, étaient plutôt des petites entreprises, donc moins de 50 salariés. Et au niveau des profils, un répondant sur deux était un dirigeant d'entreprise ou dirigeant d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner déjà un petit focus sur le panel. Première question que nous avons posée à ces entreprises sur le territoire, c'est est-ce que vous étiez déjà engagé et pourquoi est-ce que vous l'étiez, pourquoi est-ce que vous vous engagiez sur le territoire? Ce qui est remonté en grande majorité, en tout cas en numéro 1, c'est que ces entreprises, elles étaient vraiment mobilisées pour soutenir des projets associatifs, ça c'est remonté à plus de 68%, incarner les valeurs de l'entreprise, c'était en deuxième position, et développer son ancrage local. Ce qu'on voit dans ces réponses, et je pense que la typologie des répondants l'explique en partie, c'est que si on les compare avec le baromètre de l'AMICAL, qui d'ailleurs ressortira cette année en termes de mise à jour, on est en train de travailler ensemble dessus avec l'AMICAL, on voit que le soutien au projet associatif arrive en premier, là où au niveau national, on est plutôt sur l'incarnation des valeurs de l'entreprise et les questions d'image de ce que peut refléter en tout cas l'entreprise en termes de responsabilité, de RSE, etc. Donc cette dimension locale est vraiment d'être attentif à l'utilité pour les associations, qui est remontée de manière prioritaire et qui effectivement se démarque un petit peu par rapport aux chiffres qu'on peut avoir au niveau national lorsqu'on mène des enquêtes de ce type. Pascaline, tu peux passer à la suivante. On a ensuite interrogé les freins pour les entreprises. Hop, c'est juste avant. T'es passé trop. Voilà. Les freins pour les entreprises qui, du coup, n'étaient pas encore engagées, qui n'étaient pas encore passées à l'action. Donc, dans les entreprises que nous avons interrogées, il y en avait 20% qui ne menaient pas encore d'action d'engagement. Donc, on en avait quand même déjà 80% qui étaient au-delà du mécénat de compétences, qui étaient déjà
engagés d'une manière ou d'une autre sur le territoire. Ce non-engagement, il concerne plus particulièrement les entreprises les plus petites. Et si on prend le focus mécénat de compétences, on se rend compte aujourd'hui effectivement que l'enjeu, il est effectivement sur les PME, les ETI de nos territoires pour les encourager et les accompagner à s'engager sur cette modalité. Donc là, c'est tout à fait cohérent. Et les freins qui nous ont été remontés sont pour la plupart similaires. Donc le top 3, et c'est des freins qui finalement sont assez récurrents, y compris à l'échelle nationale. Il n'y a pas de grosses surprises. Le manque de temps revient assez systématiquement dans les réponses qui nous sont partagées. Le manque de visibilité également sur la pertinence des actions à mener. Grosso modo, OK, on a envie de s'engager, mais qu'est-ce qu'on fait? Et le manque de capacité à mettre en place ces actions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? OK, une fois qu'on sait, comment on le met en place? Qui le met en place en interne? Ça demande éventuellement des moyens et de la mobilisation. Et les entreprises identifient ces 3 parties comme étant des freins principaux. Le point positif, c'est qu'au-delà de ces freins, la plupart de ces entreprises, c'était encore sur la slide précédente, c'était le chiffre à côté, Pascaline, mais voilà, la grosse majorité exprimait le souhait de passer quand même à l'action dans les 3-5 ans. Donc, malgré ces freins, il y a quand même cette dynamique de on a quand même envie de s'engager, on sent que c'est important et on envisage de le faire. Et dans ce qui remonte là sur ce qui va les motiver, il reste toujours ce soutien au projet associatif local. Il y a également la question de la cohésion de l'équipe qui est remontée comme étant l'un des moteurs qui pourrait favoriser leur passage à l'action sur les prochaines années. Il n'était pas remonté sur les entreprises qui s'engagent déjà sur la slide précédente. Tu peux passer à la suivante, Pascaline. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était sur l'engagement en général. On s'est ensuite vraiment focalisé sur le sujet particulier du mécénat de compétences. Sur cette question du mécénat de compétences, seuls 40% des entreprises le pratiquaient dans les répondants. Là, on voit qu'il y a un biais au niveau national. Il y a beaucoup moins d'entreprises que ça, peut-être 2 fois moins, qui pratiquent aujourd'hui le mécénat de compétences. Ça dépend de la taille des entreprises. Mais là, on était sur une petite surreprésentation des entreprises qui le pratiquaient déjà par rapport à ce qu'on peut avoir au niveau national. Ce qui est intéressant aussi, et ça viendra re-questionner la place aussi d'acteurs intermédiaires comme la FT44 sur le territoire, c'est que la moitié des dirigeants ne sont pas familiarisés avec le mécénat de compétences. Et donc, il reste encore un fort travail de sensibilisation à faire sur les territoires pour faire connaître la pratique, pour répondre aux questions, comme l'a fait Diane juste avant, sur les freins aussi qui peuvent être imaginés sur des questions plus juridiques ou pratico-pratiques. Et donc, il y a ce travail-là qui reste à faire. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Donc, sur les entreprises qui pratiquaient, donc c'est 39% d'entreprises qui pratiquaient déjà le mécénat de compétences, la plupart n'étaient pas des novices. Elles le faisaient déjà depuis plusieurs années, en majorité depuis plus de 3 ans. Et la plupart de ces entreprises n'étaient pas forcément sur un apport d'expertise, c'est les distinctions que faisait Diane tout à l'heure, mais plutôt sur la mise à disposition de temps et donc de compétences plutôt personnelles de leurs équipes, sur des moyennes en termes de nombre de jours qui allaient grosso modo entre 2 et 10 jours. Ça, c'est vrai sur toutes les enquêtes qu'on réalise et c'est un message qu'on peut refaire passer aux associations qui nous écoutent aujourd'hui. N'allez pas croire que ça va être simple ou largement répandu d'avoir des salariés qui vont s'engager 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans dans vos associations. Il y a des dispositifs qui existent, ça reste sur des volumes qui sont relativement confidentiels, souvent pour des grosses associations qui ont pignon sur rue. La grande majorité aujourd'hui du temps qui est proposé en entreprise, il est plutôt sur du temps court. Et donc, il y a tout un enjeu ici, à la fois du côté des associations, mais du côté des entreprises, à jouer finalement sur cet effet un peu déclic, découverte du monde associatif, découverte de votre association pour que les salariés continuent de s'engager par la suite, mais ça sera très vraisemblablement sur leur temps personnel.
Voilà. Donc ça, c'était aussi important à le souligner aujourd'hui. Pour faciliter leur passage à l'action, les besoins, ils étaient variés. Les 3 principaux qui nous sont remontés, c'est simplifier les démarches administratives. Heu, je rebondis sur ce qui a été partagé par Diane. Effectivement, il y a quelques précautions à prendre en fonction des modalités qui sont mises en place. Trouver la bonne association avec laquelle travailler, en fonction de la cause qu'on souhaite défendre, en fonction du territoire sur lequel on est. Et potentiellement être accompagné également dans le cadrage des missions. Alors ça, c'est vrai tant du côté des entreprises, mais ça peut être vrai aussi du côté des associations pour bien cerner le besoin et faire en sorte que la mission qui soit proposée soit utile pour l'association et soit pertinente au regard des compétences ou des motivations de la personne qui va s'engager. Et 60% des structures qui, elles, n'étaient pas encore pratiquantes étaient prêtes là aussi à offrir 1 à 5 jours de mécénat de compétences. Donc on reste effectivement dans cette temporalité de 2 à 10 jours par an qui couvre, je pense, 90 à 95% des modalités d'engagement aujourd'hui dans les entreprises en France. Tu peux passer sur la suivante. On a ensuite questionné le rôle justement pour lever tous ces freins d'acteurs intermédiaires, comme c'est le cas de l'FT44. Là, on avait posé la question de manière plus large. Donc, quelles étaient les principales attentes vis-à-vis de tiers pour les accompagner au passage à l'action? Premier élément, c'était qu'ils facilitent des rencontres et des échanges avec les acteurs de mon territoire, tant avec des entreprises qui pratiquent déjà, et on va le faire avec Cédréo juste après, qu'avec des associations, et là pour répondre à ce besoin de trouver la bonne association pour laquelle s'engager. Que cet acteur valorise l'engagement de mon entreprise sur le territoire, ça vient croiser ces enjeux de notoriété de marque et d'ancrage territorial, et qu'il me propose des formats d'engagement innovants et fédérateurs pour mes équipes. Donc il y a toujours cette dimension collective, cohésion d'équipe qui là aussi peut remonter au regard des attentes. Et enfin, dernier élément que nous souhaitions vous partager aujourd'hui, c'est les principaux enseignements et enjeux qui ont été remontés dans le cadre de cette étude. C'est ce fameux point positif que j'évoquais au démarrage, à savoir que les entreprises répondantes soit s'engagent, soit ont la volonté de s'engager. Donc on est quand même dans une dynamique qui est extrêmement positive par rapport à la mission de la FT44 sur son territoire. Ces entreprises qui souhaitent s'engager, elles font face néanmoins à des freins que je vous ai partagés, que ce soit le manque de temps, le besoin d'accompagnement, et notamment sur les plus petites entreprises qui manquent d'autant plus de temps et de ressources humaines pour cadrer et mettre en place ce type d'initiative. Et elles sont en attente de facilitation, d'innovation et d'ancrage sur le territoire, le fait de créer du lien, créer la rencontre, avoir des temps qui permettent de les inspirer et donc là aussi qui facilitent leur passage à l'action future. Voilà, c'était les enseignements que nous souhaitions vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Laurent. Ces données que tu nous partages, c'est vraiment très intéressant. On voit bien le souhait d'engagement des entreprises, mais également leurs freins, leurs attentes. Donc, on a un petit temps maintenant pour, si vous le voulez, avoir vos réactions par rapport aux données qui ont été partagées par Laurent et peut-être aussi vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole ou à poser vos questions par écrit sur le chat. Alors, il y a une question de Cyril. Oui, bonjour, merci, enfin rebonjour plutôt. Merci pour toutes ces informations. C'est intéressant. Effectivement, en cherchant un peu, enfin, pour être très honnête, moi, je n'avais pas pris le temps ça fait un moment que c'est un sujet qui reste dans un coin à faire. Donc là, c'est un peu l'occasion de creuser. Sur le site service public, enfin économie.gouv, on trouve effectivement un certain nombre de choses, notamment la liste des associations. Donc, effectivement, je me rends compte que nous, je pense qu'on ne peut pas en bénéficier, même si on a un statut associatif. En revanche, on pourrait probablement en bénéficier via nos utilisateurs, qui sont, eux, des organismes d'enseignement supérieur. Du coup, je me posais la question, est-ce que le mécénat d'une entreprise peut se faire, entre guillemets, chez nous, via un de nos utilisateurs, sachant que nous, on est un lieu avec des moyens techniques. Pour concrétiser l'exemple, est-ce qu'en fait, le mécénat doit être contractualisé avec, par exemple, je vais dire, je sais pas, l'IUT de Nantes, qui, par ailleurs, viendra dans nos locaux pour réaliser
mettre en œuvre ce mécénat? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut le préciser dans la convention? Ça veut dire, je ne sais pas si c'est clair. Je pense que c'est plutôt pour toi, Diane, cette question. Mais peut-être préciser un peu plus quelle structure vous êtes et c'est quoi votre réalité. Oui, je voulais pas trop rentrer dans les détails d'un cas particulier, mais effectivement, pour faire très simple, on est une association, on a des moyens techniques, on a été créé par des organismes de formation, c'est la Jules Verne Manufacturing Academy, donc on a une halle technique. En fait, nos moyens sont utilisés par l'IUT de Nantes, Polytech, la Jolivrerie, Centrale, etc. Et on fait notamment des actions d'acculturation, de découverte de l'industrie auprès des jeunes. On travaille beaucoup avec les campus des métiers aussi. Et donc, on a dans ce cadre-là une équipe qui est limitée, mais pour aller plus loin et faire plus de choses, on aimerait s'appuyer sur certains industriels qui, par ailleurs, sont membres de l'association. Je peux prendre Daher, Airbus. Donc, une des idées, c'est d'avoir des conventions avec eux pour qu'ils puissent nous mettre à disposition des gens qui ont des compétences techniques, nous aider à avancer sur nos moyens techniques qui peuvent être les mêmes que chez eux. Et du coup, se pose un peu la question du cadre juridique. Est-ce que c'est de la mise à disposition? Et je me dis qu'en tant qu'entreprise, ils seraient probablement intéressés pour le faire dans un cadre type mécénat de compétences. Enfin, ça colle pas mal, mais il y a juste un souci de ce que j'en comprends, entre guillemets, juridique. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas en bénéficier directement. En revanche, de ce que je crois comprendre de la liste qui est fournie, là, je peux vous la copier sur le economy.gouv, nos utilisateurs, qui sont les universités de Nantes, par exemple, peut tout à fait en bénéficier. Alors, je vais essayer de c'est un peu un billard à 3 bandes, quoi. à cette question, si j'y arrive. J'ai compris, vous étiez une association, mais pas éligible au mécénat, c'est ça? Parce que peut-être. Quand je regarde la liste, nous, on est. Oui, nous, on n'est pas reconnu d'utilité publique, on n'est pas d'intérêt général. Vous n'êtes pas d'intérêt général, d'accord. Non plus. Enfin, on n'a pas fait des démarches pour l'être. Peut-être que le plus simple, c'est de faire la démarche de l'être. Alors, il n'y a pas d'obligation de faire une démarche de rescrit fiscal, pour ne pas le citer. Vous pouvez être d'intérêt général parce que vous remplissez les critères de l'intérêt général. Je ne veux pas rentrer dans les détails peut-être tout de suite, mais bon, la gestion des intéressés, l'absence d'activité lucrative prépondérante et le fait de ne pas travailler pour un cercle restreint de personnes. Très court, très schématiquement. Oui. Mais le fait de ne pas avoir une reconnaissance en tant que tel, donc via un rescrit, essentiellement, ne fait pas de vous une association qui ne serait pas d'intérêt général. D'accord. Donc, c'est peut-être un sujet à regarder de plus près de votre côté. Je vais partager le replay du webinaire que l'on a justement sur ce sujet-là, avec un webinaire plutôt dédié aux associations. Voilà. D'accord. En tout cas, si vous êtes d'intérêt général, vous pourriez tout à fait recevoir du mécénat de compétences, donc des structures, entreprises que vous avez citées, qui mettra à disposition, soit sous la forme d'une prestation de service, soit sous la forme d'un prêt de main-d'œuvre, leurs compétences pour votre association, encore une fois, après avoir fait le nécessaire pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Et sinon, en effet, ils peuvent aussi mettre à disposition leurs compétences auprès d'autres structures avec qui vous travaillez. Donc, vous avez cité des établissements universitaires. Oui. Bon, s'ils font partie de la liste, là, je ne les connais pas tous par cœur, Laurent, compléter si tu as plus d'infos de ce point de vue-là. Mais oui, en effet, après, c'est une autre, sauf que la contractualisation, elle se fera directement entre l'entreprise et du coup, la structure bénéficiaire. Vous pouvez être intermédiaire ou facilitateur, je dirais, mais la relation, elle se fera en bipartite, en fait, entre ces deux structures. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma réponse. Si. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais me permettre d'avancer un petit peu dans la présentation et on va rentrer dans une partie plus concrète et on va accueillir le témoignage de Laetitia Longard qui travaille chez Cedreo en tant que responsable communication et donc qui pratique les méthodes de compétences. Laetitia, je te laisse la parole. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invitée. Bonjour à tout le monde. Donc oui, je suis responsable communication, mais ce n'est pas avec cette casquette-là que je viens aujourd'hui, c'est avec la casquette de leader sur le projet de mécénat de compétences, nous, en interne. Cedreo, on est un éditeur de logiciels, on édite un logiciel pour les professionnels de la construction et de la rénovation. On va passer assez vite là-dessus.
on est entreprise à mission. Et notre raison d'être, c'est développer les potentiels et améliorer les environnements de vie. Et dans le cadre de l'entreprise à mission, cette raison d'être, elle se décline en différents engagements. Et donc, on a un engagement qui est de contribuer au développement sur notre territoire et voilà, en partageant en fait nos savoirs, nos connaissances, etc. Donc, quand contribuer au développement des territoires où on est impliqué en partageant nos outils et nos connaissances avec les habitants. Et dans les habitants, on a plusieurs cibles, on va dire, qui sont aussi bien les collégiens, donc on accueille des stages de troisième, des entreprises comme là aujourd'hui où on partage notre expérience pour faire en sorte que tout le monde puisse se mettre à avoir un impact un peu plus positif, et aussi les associations. Donc, nous, on avait commencé tout seul à essayer de faire du mécénat de compétences. C'était vraiment pas une chose aisée, ne serait-ce que d'avoir la liste des associations de notre territoire, ça a été très compliqué. Ensuite, on a rencontré quelques associations qui avaient montré leur intérêt pour du mécénat de compétences avec nous. Ça avait été assez aussi compliqué parce que ces associations-là sont un peu… ont sauté sur l'occasion, on va dire, mais n'étaient pas forcément préparées et au clair avec les différents besoins, les différentes aides pratiques dont ils auraient besoin. Donc voilà, ça a été un peu un début un petit peu compliqué sur mettre en place le mécénat de compétences chez Cedréo. Du coup, la question là à laquelle on m'a demandé de répondre, c'est comment se lancer facilement. Alors, moi, j'ai quelques facteurs clés de succès avec un petit peu de recul que je trouve intéressants et dont on a pu voir dans les interventions précédentes qu'effectivement, c'était aussi des choses qui préoccupaient les entreprises. La première chose, c'est d'impliquer ses salariés. Comment les impliquer? Première chose, effectivement, en donnant du temps. Nous, chez Cedréo, chaque salarié a 6 jours de son temps de travail qu'il peut dédier à des actions à impact positif. Et donc, pour nous, le mécénat de compétences vient complètement dans ce cadre-là. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on donne du temps que les salariés vont s'impliquer. Souvent, en plus, je pense que c'est de l'humilité. On n'est pas forcément au clair non plus, nous, en tant que salariés, sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apporter en termes de compétences à une association. Et c'est là où exploiter les entretiens professionnels peuvent être intéressants à voir en fonction de la structuration de l'entreprise, mais de demander à votre RH dans les entretiens professionnels, voilà, d'aller chercher un petit peu plus au-delà aussi des compétences pour remplir la mission au sein de l'entreprise. Tout ce qui tourne aussi autour des soft skills. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent tellement naturelles qu'on n'imagine même pas qu'en fait, c'est une compétence qui peut être transmise et utile pour d'autres personnes, et je pense ou pour des associations donc. Et donc, voilà, exploiter les entretiens professionnels pour donner confiance à ses salariés sur leurs compétences et surtout recenser quelles sont les compétences que chacun peut mettre à disposition d'associations. Et comme je disais, voilà, donc ça a été un petit peu compliqué au départ pour trouver des associations prêtes au mécénat de compétences, parce que je pense qu'on dit des entreprises qu'il faut qu'elles soient prêtes, mais je pense que les associations aussi ont un petit chemin à faire dans ce cadre-là. Et pour moi, trouver un tiers de confiance, ça aide effectivement à se lancer. C'est pour ça que nous, on a été ravis de rencontrer la Fondation territoriale à ce sujet-là. En 2023, j'ai participé à un speed meeting avec plusieurs associations qui étaient très au clair sur quels étaient les besoins, parce qu'elles avaient été accompagnées par la Fondation territoriale pour justement recenser ces besoins-là. Moi, j'arrivais de mon côté avec les compétences des différents salariés, et ensuite, j'ai procédé à un petit match entre cette association. Alors,
l'objet de l'association est aussi important pour nous. Ce n'est pas parce que c'est une association présentée par la Fondation territoriale qu'on va se lancer tout de suite. Il y a aussi, bien sûr, des choix un peu plus de cœur et de sensibilité qui se font. Et donc, j'avais rencontré 6 associations et au final, on a pu travailler en 2023 avec 4 d'entre elles. Ça nous a fait 7 salariés étaient impliqués auprès de ces 4 associations. Et comme a été dit aussi précédemment, effectivement, c'était sur un engagement assez court, qui ne court pas sur plusieurs années. Ça a fait 18 heures dédiées par les salariés sur des actions de mécénat de compétences en 2023. Et tout le monde est ravi. Donc là, sur le slide, par exemple, on a des bénéficiaires de l'association Regards, qui est une association qui est à 1 kilomètre, même pas, dans le même quartier que l'entreprise. Et donc, des bénéficiaires de l'association Regards alors, là, on est au début de l'année scolaire, donc ça se recale, qui viennent dans nos locaux. Donc, en plus, on aime bien parce que ça incite ces bénéficiaires-là à entrer dans une entreprise, vraiment. Et donc, on leur donnait des cours de français. C'était sous forme de discussion pour fluidifier le français, etc. Donc là, eux, ils fonctionnent en année scolaire. Donc, comme on est au début de l'année scolaire, on a renvoyé des messages pour dire alors comment ça va se passer cette année. On n'a pas encore eu de réponse. Mais preuve en est que c'est même pas moi qui ai relancé l'association Regards, c'est les personnes qui donnaient les cours de français qui directement ont relancé Lionel, pour ne pas le citer, en lui disant alors comment ça se passe cette année. Preuve pour moi, en tout cas, que tout se passait bien dans cette collaboration avec cette association. Je pourrais en discuter très, très longtemps. Là, c'était, je voulais mettre le focus un peu sur moi, ce que j'avais trouvé facteur clé de succès. N'hésitez pas à me poser des questions larges, précises là-dessus. On a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour tes conseils concrets aux entreprises qui voudraient se lancer. Avant de prendre vos questions, je voulais compléter le témoignage de Laetitia, puisque tu as présenté la mission, surtout tu as présenté la mission de cours de français qui se déroule du coup toutes les semaines dans les locaux de Cedreo. Donc, vous accueillez les bénéficiaires chez vous. C'est très fort que je trouve comme symbole que l'entreprise puisse accueillir des associations et des bénéficiaires. Et je voulais compléter pour montrer, illustrer les différentes formes que peut prendre le mécénat de compétences. Ça peut être donc des missions régulières, comme ça, sur la durée, comme l'a dit Laetitia, donc les missions de cours de français. Ça peut être une mission comme celle de Johan, qui est directeur commercial et qui coach une équipe, l'équipe de vente d'une association que l'on accompagne. Et ça, il fait ça en visio, une fois par mois. Sur son temps de travail toujours. Ça peut être une mission comme celle de Sarah, qui nous aide à animer nos réunions en intelligence collective. Ça lui prend pour chaque réunion, elle vient 2 heures préparer avec nous en amont. Donc ça, ce sont des missions sur la durée, mais régulières. Et il y a d'autres types de missions qui sont plus des missions ponctuelles. Et pour vous donner quelques exemples, on a par exemple Florence qui nous coach sur notre communication presse. Elle vient une demi-journée au besoin chez nous. Vous avez l'exemple d'Audrey qui fait du mécénat de compétences pour réaliser des logos ou des chartes graphiques pour des associations. Ou Runa qui a réalisé pour une association locale un audit de tout leur système d'info. Et elle les a conseillés sur quel système, quels outils conserver ou abandonner, etc. Donc, ça, ce sont des missions qui sont faciles à mettre en place pour une entreprise, qui sont ponctuelles et qui peuvent bien aider une association à se développer. On a sur notre site une page internet avec tous les besoins en ce moment des associations qu'on accompagne en mission régulière ou ponctuelle. Donc, vous pouvez la consulter sur le site de l'AFT 44. Je vous propose de laisser Fanny finir la partie de comment se lancer et ensuite on prendra toutes vos questions sur cette partie concrète. Fanny, je te laisse la parole du coup pour la dernière slide de la présentation.
Oui, merci. En même temps, je partage dans la conversation le lien vers notre site internet dont tu parles à l'instant avec les besoins des associations qu'on l'on recense, des associations du coup lauréates que l'on accompagne dans la durée. Et pour être très très brève et laisser quand même un peu de temps pour les questions, et puis parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, nous on se positionne vraiment à la Fondation Territoriale 44 comme facilitateur pour créer des ponts localement. On n'est pas sur une plateforme, on crée vraiment du lien individuel avec des temps forts comme le speed meeting du mécénat de compétences ou vraiment de la relation one-to-one pour pouvoir répondre à ces freins dont Laurent a parlé justement sur le manque de temps, sur le manque d'accompagnement ou le manque de lien en fait pour faciliter ce passage à l'action. Donc on est vraiment un facilitateur de premier petit pas, comme j'aime bien dire. Avec cet enjeu aussi toujours de sensibiliser un maximum les entreprises pour pouvoir montrer le sens que ça peut avoir. Et du coup, dans les étapes clés, quand on en discute avec des entreprises justement qui veulent se lancer, ça c'est vraiment les quatre étapes qu'on indique comme vraiment majeures avant de se lancer dans quoi que ce soit. C'est qu'il faut que la gouvernance soit embarquée, surtout. Et donc, Laetitia, quand tu parles des 6 jours par an, c'est juste fabuleux. Je crois la moyenne qui est ressortie dans notre étude et qui est également dans l'étude de l'ADMICAL, c'est 2 à 5 jours par an, si je me trompe pas. Donc, il faut que la gouvernance porte les choses. Et puis ensuite, il faut mobiliser les salariés. Et je pense qu'il faut pas arriver en mode, on a décidé ça avec la gouvernance, on se lance, on y va. Mais il faut aussi questionner les collaborateurs sur ce qu'ils ont déjà comme engagement, ce qui les intéresserait de faire. J'ai beaucoup aimé, Laetitia, ce dont tu as parlé sur les entretiens professionnels. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour valoriser ce qui existe déjà et pas juste réinventer. Et puis ensuite, effectivement, proposer des missions pour pouvoir rendre ça concret auprès d'un collaborateur, de dire comment il va pouvoir accompagner justement une association, quelles compétences il va pouvoir mettre à profit. Créer cette rencontre qui peut se faire avec un speed meeting, qui peut se faire à d'autres occasions. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, je crois que tu l'as souligné, Laetitia, pas chercher à embarquer tout le monde dès le départ. Parce que tout le monde n'a pas envie, certains peuvent avoir peur, se dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme compétences à disposition et se servir justement de l'expérimentation avec les premiers, valoriser et derrière être vraiment sur un effet boule de neige qui peut embarquer sur l'expérience vécue avec les premiers collaborateurs. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. Et donc nous, avec notre projet Compétences solidaires, c'est ce qu'on cherche à faire localement. Donc on démarre tout juste et on souhaite faciliter et accompagner davantage d'entreprises sur le 44 pour développer le mécénat de compétences. Voilà, et je vous propose pour les quelques minutes qui nous restent de ne pas hésiter à nous partager vos questions dans le chat ou en ouvrant votre micro. On est à votre disposition, Laetitia, Diane, Laurent et moi-même. Alors, je vais juste apporter une petite précision en attendant que les langues et les claviers se délient. Ce n'est pas toujours forcément facile. Nous, les 6 jours par an, ce n'est pas forcément que pour du mécénat de compétences. C'est-à-dire, c'est pour toutes nos actions à impact. Là, par exemple, on a une collaboration avec Mini Forest pour aller planter des arbres dans le cadre de leur action de reforestation de certains endroits. Même chose, s'il y a des salariés qui veulent y participer, ça va venir grignoter leur compteur temps des 6 jours. Voilà, ce n'est pas forcément que pour du mécénat de compétences, on va dire, nos 6 jours, mais c'est un petit peu plus global. Et j'ai envie de rajouter aussi que ça peut prendre tellement de formes variées. Il faut vraiment prendre en considération les souhaits d'engagement de la gouvernance et des collaborateurs. Pour certains, ça va être X jours par an. Et puis pour d'autres, j'ai vu aussi où c'est un nombre d'heures total pour l'entreprise. Et du coup, si on a des collaborateurs qui veulent davantage s'engager, ils vont pouvoir davantage le faire au profit de ceux qui n'ont pas forcément envie de le faire ou qui préfèrent le faire en dehors du travail. Donc vraiment de co-construire cette démarche en interne en fonction des envies de chacun, quoi. Est-ce que je peux poser une question en attendant que peut-être d'autres participants au délit Laetitia, est-ce que vous avez fait face à des freins des managers? Parce que c'est souvent un point qui remonte dans ce que j'entends dire, que les managers ne laissent pas forcément leurs collaborateurs faire du mécénat de compétences. Alors après, j'imagine que ça dépend de la culture de l'entreprise aussi, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté?
Alors, toute notre démarche RSE, en fait, elle est construite avec l'ensemble des salariés, managers inclus. Et pour nous, c'est un axe stratégique, en fait, notre démarche RSE. Donc, on le gère vraiment comme on gère le reste de notre business, avec des objectifs, des plans d'action, etc. Et les personnes viennent s'inscrire sur un projet, sur un autre, sur du ponctuel, du plus long terme, de l'organisation, de la réalisation. Les managers n'ont pas le droit de dire non, en fait, dans la limite des 6 jours. Ça fait partie, effectivement, de nos engagements en tant qu'entreprise. Et alors, effectivement, il y a pour certains services des moments qui vont être un peu plus compliqués que d'autres pour s'engager, parce que sur des gros dossiers ou autres. Mais parce que moi, je suis aussi la chef d'orchestre de toute notre démarche RSE à un niveau vraiment au niveau global de l'entreprise. Et si jamais, du coup, je sais à peu près à qui demander tel engagement en fonction de leur appétence, etc. Et si on me répond, bah oui, mais non, mais là, je suis trop charrette, et puis de toute façon, mon manager, il ne voudra jamais, et bien, je prends le sujet, je vais voir le manager, et je dis, mais en fait, un tel, il n'a participé à aucune action, tu peux pas, enfin voilà, il y a discussion, hein, forcément, mais ça fait partie de notre mode de fonctionnement, en fait. Le manager n'a pas le droit de dire non, en fait. D'accord, merci. Et je pense qu'on soulève un point important ici, c'est d'avoir une personne ressource en interne pour porter la dynamique. Alors, Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vois pas de questions. Ah, si, Marie? Bonjour, j'avais une petite question. Vous avez évoqué les outils Vendredi et Wenabi rapidement. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus comment ça fonctionne? Fanny, tu veux répondre à cette question-là? Bah, je ne sais pas si je suis la meilleure personne concernée. Est-ce que Laurent, tu veux nous en parler? C'est côté association ou côté entreprise? Alors, moi, je représente l'agglomération de Saint-Nazaire, mais ce serait Alors. pour pouvoir en reparler aux entreprises. Ok, mais côté entreprise, en fait, enfin, ces plateformes, elles ont pour vocation à faciliter le pilotage et ce qu'évoquait Diane tout à l'heure, toute la partie aussi administrative, contractuelle, etc. Donc, elles sont là pour faciliter effectivement toute cette démarche et pour également proposer de faire de la mise en lien avec des missions d'engagement proposées par des associations de manière autonome. C'est-à-dire que la principale différence, effectivement, avec des acteurs d'intermédiation comme la FT44, c'est que là, ce sont les associations qui, de manière, en tout cas plus autonome, moins accompagnée, vont faire des propositions de mission et vont derrière avoir la mise en relation potentielle avec des salariés d'entreprise. En fonction des plateformes, cette relation avec l'entreprise, elle peut être plus ou moins ouverte, plus ou moins facile. Si je prends l'exemple de Vendredi, il est possible de prendre contact avec les entreprises en tant qu'association, de prendre contact avec les entreprises qui sont OK pour que l'association prenne contact. Si je prends l'exemple de Wenabi, nous on utilise quasiment toutes les plateformes aujourd'hui en tant qu'association. Si je prends l'exemple de Wenabi, c'est plutôt l'entreprise qui va accepter l'association comme diffuseur de missions, ou en tout cas qui va accepter de diffuser les missions de telle ou telle association partenaire. Voilà. C'est des outils qui demandent à être, qui ne viennent absolument pas enlever ce qui a été dit et qui est hyper important, à savoir la démarche interne au sein de l'entreprise, la démarche d'animation, parce que l'outil peut être autant performant qu'on le souhaite. Derrière, s'il n'y a pas tout ce travail qui est fait au sein de l'entreprise pour sensibiliser, convaincre, faciliter, animer, communiquer, ben derrière, en fait, on va avoir un bel outil, mais avec des taux d'utilisation, des taux d'engagement
qui seront peut-être pas à la hauteur de ce qui est escompté. Donc, ça dépend vraiment de la stratégie de l'organisation qu'ils utilisent. C'est vraiment important de réfléchir en amont pour voir effectivement à quel point, sur quels aspects ces différents outils peuvent répondre à son besoin. Côté association, ça prend quand même beaucoup de temps à faire de la multidiffusion, notamment pour les petites. Donc, c'est des outils qui, là aussi, sont plutôt utilisés par des associations déjà bien structurées, qui ont déjà un peu de moyens. Donc, celle que vous allez retrouver sur ces associations, c'est sans doute pas la petite association de quartier. Et c'est là qu'effectivement, les acteurs là aussi d'intermédiation qui font ce lien et qui vont chercher et qui accompagnent ou qui aident les petites et moyennes associations sur les territoires peuvent avoir leur sens. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que c'est le moment de conclure? On va donc conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Merci pour vos questions. On vous l'a dit, le webinaire va être en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à le visionner et à le transférer à des personnes qui pourraient être intéressées. Et pour ceux qui sont en Loire-Atlantique, on est disponible pour vous accompagner sur votre projet de mise en place de mécénat de compétences. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou vous verrez aussi un formulaire de contact sur notre site web. Merci à tous et on vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi.